Ok, bonjour à tous. D'où on est la première série de cours cette année sur tout ce qui est les matériaux pour l'énergie. Et on va essayer de consacrer notre effort sur tout ce qui est la synthèse et la caractérisation. Alors ce cours, ce que j'espère faire, c'est un peu de vous montrer comment on va manipuler les atomes et en faire des composés par divers procédés et pour des valeurs ajoutées, je dirais, pour l'énergie. J'essaierai, durant ce cours, de vous donner du concret, c'est-à-dire de vous montrer des exemples et multifacettes de la synthèse inorganique, en vous donnant, je dirais, une expérience du métier, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment choisir ces éléments, et ainsi de suite. Et bien sûr, ce cours sera doublé de séminaires qui vont être focalisés sur la caractérisation, comment caractériser ces matériaux. Aujourd'hui, on aura un exposé par Gonal Rousse sur tout ce qui est la structure cristallographique déduite des mesures de diffraction X ou de neutrons, et ensuite vous aurez une série d'exposés sur d'autres techniques. Alors, pour commencer cela, je vais quand même directement remettre tout dans le contexte et vous rappeler un peu le contexte de l'énergie. Alors, vous avez certainement déjà vu ce transparent, et il faut que vous sachiez que, effectivement, l'énergie, c'est un des challenges les plus importants pour l'humanité dans les 50 ans ou les 100 ans à venir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut doubler la production énergétique sans augmenter la consommation ou le relargage de CO2. Alors bien sûr, pourquoi tout cela? Eh bien, il y a, comme vous le savez, une raison démographique, due au fait que notre population de la planète augmente considérablement, mais il y a aussi le fait que les énergies fossiles s'amenuisent. Et en effet, je vais vous montrer quelques chiffres qui vont réellement caractériser cet, je dirais, épuisement des énergies fossiles. En effet, si vous regardez ces chiffres, vous apercevez que la Terre ou la planète a produit 2000 milliards de barils en 200 millions d'années, c'est-à-dire 30 barils par jour. La consommation actuelle est aux environs de 90 millions de barils par jour. Ce qui fait, comme vous pouvez le voir ici, nous consommons 3 millions de fois plus vite l'énergie fossile que celle-ci a été produite. Donc c'est la raison pour laquelle la situation est relativement alarmante. Alors bien sûr, il y a pas mal d'espoirs qui reposent sur l'utilisation des énergies renouvelables, comme indiqué ici, pour remplacer ces énergies fossiles. Mais pour réussir, je dirais, dans cette transition, eh bien, il va falloir tout simplement savoir mieux les utiliser, savoir mieux les gérer, mieux les transporter, mieux les convertir et surtout mieux les stocker. Et c'est un peu ce qu'on va regarder, ce stockage. Alors bien sûr, lorsqu'on regarde maintenant ce stockage d'énergie, comment on va passer finalement de ces énergies renouvelables aux utilisateurs, eh bien vous voyez qu'en ce cas, vous avez de nombreuses technologies. On a les éoliennes, on a les thermoélectriques, on a également les panneaux solaires qui vont faire de la conversion de photovoltaïque en électricité. Il va y avoir le transport, il va y avoir les supraconducteurs, dispositifs électrochimiques. Et lorsque vous regardez toutes ces technologies et toutes ces applications, eh bien, un dénominateur commun à toutes celles-ci, c'est le matériau. Et c'est vraiment l'aspect essentiel. Donc, c'est la raison pour laquelle ce cours, eh bien, il va tout simplement se dédier à ces matériaux, vous décrire un peu leur stratégie de synthèse, d'élaboration, ainsi que les techniques de caractérisation. Et finalement, le but, c'est de résoudre l'équation matériaux, propriétés, utilisation. Alors, pour ce faire, eh bien, on va tout simplement regarder les différentes chimies. Bien sûr, pour faire les matériaux, il n'y a pas que la chimie inorganique. Vous avez également la chimie organique, comme indiqué ici. Et dans ce cas, eh bien, tout simplement, le solide ou la molécule, vous allez la construire à partir d'un nombre limité d'éléments que sont l'hydrogène, le carbone, l'oxygène, l'azote, et en mettant quelques-uns de plus. Par contre, dans ce cas, vous avez des procédés basse température. Et une différence essentielle va être le fait que lorsque vous faites de la synthèse en chimie organique, même que vous ayez des produits impurs, vous êtes chanceux, vous pouvez toujours les purifier. Ça ne va pas être le cas de la chimie inorganique. Alors cette chimie inorganique, eh bien, elle c'est des synthèses de matériaux à partir du tableau périodique, et là on aura des centaines d'éléments. Ce sera des procédés haute et moyenne température, et comme je vous le disais, il est impossible de purifier les mélanges des phases solides. Dès que vous avez une seconde phase, eh bien, la manip doit être effectuée de nouveau. Donc c'est ça un des points importants. Mais également, cette chimie inorganique se diffère de la chimie organique par le fait
qu'on a beaucoup moins de lois bien établies. Vous allez voir, malheureusement, elle est souvent vouée à l'empirisme. Mais je dirais que c'est ça une opportunité, car ça nous permet directement de travailler sur l'intuition et de préparer beaucoup de matériaux. Malgré que cette chimie soit vouée à l'intuition, eh bien, c'est une science millénaire comparée à la chimie organique. Et c'est ce qu'on va voir dans un premier temps. D'où ce cours, eh bien, il va essayer de couvrir toutes les synthèses, quand je dis toutes, je peux être trop ambitieux, les synthèses inorganiques. C'est-à-dire qu'on va se déplacer en température, en pression. On va d'abord voir aujourd'hui la méthode céramique. Ensuite, on va voir les synthèses par autocombustion, la méthode des sels fondus, avec la croissance cristalline. On regardera les méthodes de chimie douce, avec la biominéralisation, la synthèse ionothermale, hydrosolvothermale, synthèse par micro-ondes, synthèse par broyage mécanique, et également, on ira voir ce qui se passe lors des synthèses à haute pression et à haute température pour stabiliser des phases métastables et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'il y aura au programme pour cette année. Alors aujourd'hui, eh bien, on va tout simplement regarder la synthèse inorganique avec l'approche céramique. D'où j'aurai 3 points. La première sera directement de regarder la chimie du solide en temps et son évolution, revenir ce qu'est vraiment cette chimie du solide. J'introduirai quelques bases élémentaires qui sont peu nombreuses, mais essentielles si vous voulez faire de la synthèse raisonnée en inorganique. Et enfin, je vous montrerai l'approche céramique, son succès, malgré son empirisme. Alors en effet, si on regarde finalement l'évolution de cette chimie, eh bien c'est une chimie, comme je vous disais, qui est millénaire, puisqu'elle a commencé par les potiers, comme vous pouvez voir ici, les artistes de la fonte, les alchimistes, les chimistes des procédés, et aujourd'hui, avec les chimistes théoriciens qui essaient d'allier tout simplement la synergie entre la synthèse et la théorie, parfois trop souvent de théorie et pas assez de paillasse. Mais souvent, cela a donné, comme vous pouvez le voir, la relation entre les matériaux, les métaux et l'humanité. Et vous voyez ici, eh bien, les historiens aiment décrire finalement les périodes par certains métaux. Et vous avez l'âge de la pierre, l'âge du bronze, du cuivre, ainsi de suite, jusque, bien sûr, ici, à l'âge du silicium. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'est cette chimie. Alors, elle a commencé, comme je vous le disais ici, par les potiers, et comme beaucoup d'autres professeurs l'ont fait avant moi, je peux rappeler qu'effectivement, le potier, en mélangeant son argile et son eau, pour construire ou pour faire des pâtes, et pour les recueillir ensuite, eh bien, faisait déjà tous les gestes du chimiste du solide, c'est-à-dire du céramiste. Et non seulement, il savait également décorer ses poteries en jouant sur les pigments et sur les conditions de synthèse. Et là aussi, c'est intéressant que lorsqu'on regarde ces travaux, d'essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ça et quel était le but. Et vous allez voir que lors de ces décorations, ils mettaient déjà le doigt sur des choses très intéressantes. En effet, lorsque vous prenez cette poterie, ils s'amusaient à prendre, je dirais, un minerai d'une couleur ocre, qui transformait en chauffant en une couleur rouge et ensuite en une couleur noire. Et cela à des températures indiquées ici. Et regardez ici, ils faisaient ça directement dans un four fermé, dans lequel ils utilisaient de l'herbe, du bois, qui est une atmosphère réductrice, parce que lorsque ce bois va directement brûler, il va consommer de l'oxygène et appauvrir directement l'atmosphère. Ce qui fait qu'ils étaient capables, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, de jouer sur ces différents états d'oxydation qui étaient le fer. En effet, ils jouaient directement avec l'état plus 2 et plus 3. D'où, vous voyez que sans le savoir, eh bien, ils avaient déjà, je dirais, pas compris, du moins ils avaient par empirisme, eh bien, compris finalement l'effet ou les réactions d'oxydoréduction, comme indiqué ici. Alors ensuite, eh bien, ils savaient également se servir du feu pour faire des synthèses haute température, et les métaux à l'époque étaient très prisés. C'est la raison pour laquelle, eh bien, en utilisant des minerais et en faisant des réductions à haute température, ils pouvaient obtenir directement les éléments métalliques. Et vous voyez ici, dans lequel ils ont pris de la malachite, dans lequel chauffé, ils obtenaient le cuivre. De la même façon, ils se sont aperçus qu'en prenant ce mélange de malachite et de cassitérite, ils obtenaient ces alliages de bronze, comme indiqué ici. Et finalement, avec le temps, eh bien, ils ont amélioré, si je peux dire, le rendement de leur four, et ils ont pu avoir accès à un plus large panel de température, ce qui leur a permis d'avoir bien sûr un spectre plus large d'éléments
Et c'est ainsi qu'ils ont pu, dans ce cas, isoler ou préparer, à partir de la réduction de la chalcopyrite, le fer comme indiqué ici. Alors bien sûr, eh bien, tous ces métaux, tous ces matériaux inorganiques, ils ont, je dirais, l'aspect intéressant, outre leurs propriétés, c'est d'avoir des couleurs formidables. Et à l'époque, la beauté, je dirais, était un des axes les plus importants, je pourrais dire, de nos ancêtres. Ici, vous voyez directement les différentes sortes de minéraux, ou de minerais, excusez-moi, qui étaient utilisés dans les visages. Vous avez dans ce cas, par exemple, le cinabre, qui était utilisé comme rouge à lèvres. Vous avez également la galène ou l'azurite pour fard de paupières. Et ces composés à base de plomb, dont on reviendra par la suite, qui étaient utilisés comme thérapeutique ou comme collyre pour les yeux lorsqu'ils vivaient dans le désert, avec les grains de sable qui irritaient leurs yeux, ils mettaient directement ces genres de poudre, ainsi de suite. Eh bien, cette quête pour la beauté, je dirais, c'est peut-être, on pourrait exagérer de dire finalement que c'est le développement industriel de la cosmétique déjà si loin de nous, et la raison pour laquelle certains de ces pigments, comme le bleu de la lazurite, eh bien, étaient peu abondants. Et ça a été directement la première nécessité de synthétiser finalement ces pigments. Et c'est ce qu'ils ont fait, comme indiqué ici. Et là aussi, vous allez voir l'ingéniosité, où ils ont pris tout simplement des copeaux natifs rougeâtres, avec un dépôt marin, du sable, de l'eau, qu'ils ont mélangé, qu'ils ont chauffé à haute température pour obtenir directement ce bleu, qui était finalement la couleur qu'ils souhaitaient, le bleu égyptien. Mais malheureusement, l'ironie du sort a voulu que cette recette se perdit avec le temps, et ce n'est finalement qu'au XIXe siècle, grâce à la chimie moderne et aux méthodes techniques analytiques, qu'on a pu directement trouver quelle était la composition. Et comme vous pouvez voir ici, il s'agissait d'un silicate. Ayant trouvé la composition, on a pu directement remonter au type de réaction qu'ils mettaient en place pour faire cette synthèse. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, ils réagissaient le cuivre avec un carbonate à silice et ainsi de suite. Vous voyez qu'ils possédaient, je dirais, la chimie haute température. Mais ils possédaient également la chimie de solution et la chimie basse température. Et pour indiquer cela, eh bien, je vais tout simplement vous montrer cet exemple, qui est la synthèse de la laurionite de formule PbOHCl, qui a été fabriquée en solution. Et pour ce faire, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mélangé, dans ce cas, eh bien, 3 éléments qui étaient l'oxyde de plomb dans litharge, le sel de gemme avec de l'eau. Ils ont aperçu finalement qu'ils avaient une suspension dont la couleur eh bien, évolue avec le temps. D'où par conséquent, ils ont fait plusieurs lavages à l'eau salée, comme indiqué ici, jusqu'à obtenir une poudre blanchâtre qui était effectivement la laurionite. Et là aussi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, finalement, ils étaient en train de jouer avec les équilibres chimiques en solution, car finalement, le soutirage répété leur permettait directement de retirer la soude dans laquelle le produit était soluble. Et bien sûr, à la fin, voilà comment ils déterminaient le pH. Ça, c'est juste une photo qui a été ajoutée pour directement le goûter. Donc voilà directement que là aussi, eh bien, ils savaient jouer avec la chimie des solutions. Bon. Et les exemples pourraient être nombreux, et bien sûr, je n'ai pas continué à faire la liste. Mais par contre, je voudrais tout simplement essayer finalement, de résumer un peu ces travaux ancêtres. Eh bien, vous avez pu voir que ces ancêtres, ils ont pu synthétiser, extraire des métaux, fabriquer des pigments nouveaux via des réactions simples, réalisées dans un bon ordre, soit via la puissance du feu, soit des solutions, avec des techniques qu'on va encore utiliser, la filtration, la centrifugation, et ainsi de suite. D'où, eh bien, si on regarde le passé, eh bien, finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé une approche essai-erreur que j'appellerais la méthode édisonienne. La seule contrainte et la seule différence avec nous aujourd'hui, c'est qu'ils avaient des milliers d'années et nous, on a des dizaines d'années. C'est la raison pour laquelle il va falloir rentrer de la science dans cette synthèse. Et c'est un peu finalement ce que va être ce cours. On va montrer comment aujourd'hui, eh bien, on peut faire cette synthèse raisonnée, déductive ou inductive, qui va être régie par des lois scientifiques et qui va reposer sur des techniques variées qui vont permettre la découverte de nouveaux matériaux et bien sûr de nouvelles technologies. D'où c'est un peu à cela qu'on va directement s'attacher. Alors pour faire cela, eh bien, le chimiste il va avoir des outils qui vont être précieux. Eh bien, parmi ces outils précieux, et celui dont le chimiste du solide se sert à 95%, c'est le tableau périodique.
non seulement parce qu'il est riche de ces éléments, mais surtout, et on peut l'utiliser à bon escient, si on connaît ce qu'il y a derrière. Et effectivement, dans ce tableau périodique, vous avez toutes les informations qu'un chimiste a besoin pour faire la synthèse. La première va être reliée à l'électronégativité, qui est finalement l'aptitude d'un atome à capter un électron. Eh bien, il faut savoir que l'électronégativité va augmenter lorsqu'on va tout simplement de la gauche vers la droite ou du haut vers le bas. Et cela, eh bien, ça va aller à l'encart du rayon ionique qui va varier en sens inverse. D'où, on peut déjà voir que dans ce tableau périodique, eh bien, de ce côté ici, on aura tout simplement des cations, lithium plus, ainsi de suite, et de ce côté, les anions. Eh bien, ces cations, ça va être des acides de Lewis, ce qu'on appellera, ou ce qu'on connaît en chimie organique, comme les groupes électrophiles. Ces anions, eh bien, ce sera les groupes nucléophiles. Eh bien, le chimiste, il va tout simplement essayer de manipuler ces différents atomes pour constituer sa liaison chimique. Et cette liaison chimique, comme je vous l'ai montré ici, eh bien, elle va avoir un caractère iono-covalent. Voilà le cas d'une liaison purement covalente et d'une liaison purement ionique. Et cette iono-covalence va être contrôlée par l'électronégativité, qui va être la différence entre celle du cation et celle de l'anion. Et c'est en jouant sur cette différence d'électronégativité, ainsi que sur la charge eh bien, du cation, que l'on va pouvoir directement ajuster cette iono-covalence et, bien sûr, ajuster nos propriétés. Mais lorsque vous regardez ce schéma, eh bien, il y a encore davantage d'informations. En effet, si vous regardez la charge sur, je dirais, l'anion X, vous avez ce delta moins. Ça veut dire que dans ce cas, eh bien, on va pouvoir également introduire la notion d'acidobasité que je reviendrai par la suite. En effet, vous voyez que dans ce cas, une liaison covalente sera une liaison acide, alors qu'une liaison basique, une liaison, ionique sera basique. Et de ce fait, eh bien, on va pouvoir classer les oxydes selon la nature covalente ou la nature ionique, et je reviendrai sur ce point par la suite. D'où par conséquent, un oxyde nickel sera un oxyde basique et la silice un oxyde acide. Et ça sont des critères qui vont être directement très importants dans notre stratégie de synthèse lors du choix des précurseurs et ainsi de suite. Ayant défini la liaison chimique, il faut voir maintenant comment ces atomes ou ces liaisons vont se former lorsqu'on va passer au solide. Alors là aussi, il va y avoir directement un besoin d'arranger tout cela et d'en faire un environnement compact. Ça, c'est le domaine de la cristallographie, où on va s'amuser directement à arranger les cations et les anions pour en faire des structures qu'on va décrire dans nos matériaux. Ce qui est important dans ces structures, eh bien, c'est de voir finalement la coordinance du cation. Cette coordinance du cation, eh bien, comme vous le pouvez voir ici, il va être entouré par ces anions, il va se trouver en site tétraédrique, octaédrique, cube, bipyramide, et bien sûr, toutes ces entités vont ensuite s'agencer pour former le solide, le domaine tridimensionnel. Et dans ce cas, ils pourront partager soit des sommets, soit des arêtes, soit des faces. Et je vais juste m'accentuer ou m'arrêter un peu sur la signification de ces coordinances et ces environnements. En effet, pour introduire encore des notions qui vont être très importantes en synthèse. Vous voyez ici, vous avez directement le site tétraédrique et le site octaédrique dans un environnement, je dirais, compact, modèle ionique, où automatiquement, vous allez avoir directement une lacune à l'intérieur de cette entité. Automatiquement, les cations de plus petite taille iront de préférence à un site tétraédrique par rapport aux cations de plus haute taille qui iront en site octaédrique. Mais regardez ici, j'ai pris directement un chalcogène. Dans ce cas, je prends par exemple l'oxygène ou le soufre. Supposez maintenant que je modifie et je passe de le soufre à l'oxygène. Eh bien, vous voyez qu'en cet octaèdre, maintenant, je vais réduire la dimension. Ça veut dire que je vais mettre une pression. Et cette pression, qui va être une pression chimique, qu'on va pouvoir jouer avec la température également, ou une pression physique, eh bien, elle va entraîner un changement de l'état d'oxydation. Okay? Et ça va être des concepts importants. D'où, pour faire la chimie du solide, simplement, voyez l'octaèdre ou le tétraèdre comme une entité dans laquelle vous avez les boules jaunes qui vont être directement la pression. Et c'est cette pression qui va contracter ou dilater le cœur de cet octaèdre qui va régler finalement l'état d'oxydation. Exemple, eh bien, cette pression chimique, lorsque je vais directement prendre le cas des chalcogènes, du sélénium, le soufre, l'oxygène, vous voyez qu'en ce cas, le rayon du sélénium, du soufre, l'oxygène,
va directement en décroissant. Ça veut dire qu'en ce cas, au fur et à mesure que je décroît, je vais tout simplement augmenter la pression et avoir des degrés d'oxydation qui sont plus grands. D'où c'est la raison pour laquelle, si vous voulez avoir des éléments 3D avec des états d'oxydation élevés, eh bien vous allez chercher plutôt vers des éléments à haute électronégativité, l'oxygène ou le fluor, plutôt que vers le soufre ou le sélénium. Eh bien ça, vous allez voir, ça va être essentiel en synthèse. En effet, lorsque vous faites la synthèse haute température, vous savez tous que lorsque vous allez en température, vous avez un effet de dilatation. D'où, on va pouvoir directement, en jouant sur la température, sur la pression environnementale, eh bien déjà savoir sur quel état d'oxydation on va pouvoir travailler. Maintenant, encore quelques notions, celle-là est un peu plus dure. C'est la notion directement de dureté ou de mollesse, ou d'acidobasicité, qui va être importante plus tard dans ce cours pour la solubilité des sels, avec, comme vous avez dans ce cas, les espèces dures de taille faible haute charge, comme indiqué ici, et la conclusion est ici, c'est que les sels durs ou mou sont peu solubles. Maintenant, la question qui se pose, comment cette dureté chimique va être effectuée ou considérée dans le cas des solides? Eh bien, elle va être définie par un terme état qui va être l'énergie entre le niveau de Fermi et la bande de conduction de ces oxydes. Et maintenant, si on prend finalement la classification de personnes, on sait ce qu'est une base, on sait ce qu'on est acide, on vient de le voir, et ce qui est très important, c'est qu'au niveau réactivité, tout simplement, eh bien, un système chimique va toujours s'arranger de façon à être le plus dur possible. Et c'est la raison pour laquelle F2O3 va réagir avec l'aluminium pour donner Al2O3. Et si on regarde la dureté chimique, vous voyez qu'en ce cas, on passe directement d'une dureté chimique faible à une dureté chimique forte. Ça veut dire que finalement, avec maintenant ce concept d'ionicité de covalence, ce concept de dureté chimique, eh bien, on va tout simplement pouvoir utiliser, je dirais, notre carte, notre boussole, dans laquelle finalement l'électronégativité ou la dureté chimique seront directement la latitude et la longitude. Et vous voyez ici les différents éléments dans lesquels vous avez, dans ce cas, des composés covalents, WO3, W plus 6. Vous avez dans ce cas un comportement soft dû à la taille. Vous avez ici un covalent ionique, covalent L2O3, SiO2, et dans ce cas, hard, et ainsi de suite. D'où le chimiste va également jouer avec ces notions. D'où par conséquent, eh bien, on va tout simplement voir comment on va maintenant évoluer. Ayant ces notions, comment on va aller dans les matériaux. Alors, on va avoir deux approches. Alors, une approche qui va être, je dirais, peu risquée. Ça va être une approche qui va consister tout simplement à avoir des matériaux et faire des substitutions chimiques, à jouer sur les structures, sur les méthodes de synthèse, de façon à stabiliser un polymorphe par rapport à un autre, ou alors également jouer sur la morphologie pour modifier les propriétés physiques des matériaux, ainsi de suite. Et l'autre approche, qui va être une approche, je dirais, beaucoup plus risquée, mais qui va quand même se reposer sur l'utilisation de matériaux, je dirais, connus ou des composés existants. Et là, on va essayer directement de développer des relations structurales d'ionocovalence et de thermodynamique. On va également essayer d'établir, je vous montrerai par la suite, des approches phénoménologiques de façon à établir certaines règles, finalement, comme on a en chimie organique. Et enfin, et pas le moindre, eh bien, on va surtout utiliser je dirais, la bibliothèque de données qui existe des minéraux. Car il y a des milliers de structures qui sont connues, et on va essayer de voir comment, à partir de ce que la nature a effectué, comment on peut le répéter, on peut stabiliser des structures identiques et s'en inspirer. Donc, si vous voulez, c'est un peu cette démarche que l'on va regarder. Alors, parmi ces approches phénoménologiques, je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. La première que je voudrais utiliser est un travail qui a été réalisé par Jeff Long, dans lequel on va regarder à la réduction de dimensionnalité. Alors, dans ce cas, eh bien, on va considérer tous les composés qui vont finalement obéir à cette réaction, dans laquelle vous prenez une phase mère, vous allez réagir avec un sel pour obtenir cette phase phi. Et vous voyez qu'en ce cas, on aura des composés covalents et on va tout simplement utiliser l'addition d'une espèce ionique bien déterminée. Et on va voir finalement
comment va évoluer la connectivité et la dimensionnalité de ces structures lors de l'addition d'un sel ionique de type lithium X ou ainsi de suite. Alors pour ce faire, eh bien on va considérer cette réaction, comme indiqué ici, dans laquelle les états d'oxydation de M et de X restent inchangés entre la phase mère et la phase fille. Les orientations de liaison entre M et X sont similaires et A étant le plus électronégatif que M, plus électropositif, excusez-moi, que M, eh bien dans ce cas, il ne va pas former de liaison avec cette structure et il va tout simplement se placer en dehors de cette structure. Alors bien sûr, on va essayer maintenant de prendre cette structure mère et de voir finalement comment on peut la démanteler. Et pour cela, on va introduire des paramètres qui vont être la connectivité, que je vous mentionne ici. Et cette connectivité va être reliée à la coordination, comme vous pouvez voir ici, avec ces termes qui sont les formules indiquées ici. Et voyons directement comment cela fonctionne. Et bien pour ce faire, je vais prendre cette série de composés, MX3, AMX4, A2, et ainsi de suite. Voilà ici votre départ, votre structure de type MX3. Vous avez les octaèdres MX6 qui sont connectés par des sommets. Et bien maintenant, je vais réagir ce composé avec, ou ajouter tout simplement, une mole de lithium X ou de AX. Et lorsque je vais faire cela, eh bien je vais tout simplement avoir passé de ce matériau de connexion 6, de 3 dimensionnel, à ce composé ici, dans lequel, vous voyez, je suis en train de couper les liaisons dans une direction. Je suis en train directement de réduire la connectivité et de réduire la dimensionnalité. Je peux continuer ainsi, et j'obtiens ce composé qui est 2-dimensionnel. Je rajoute une mole de sel ionique. Je fais la même chose, je coupe dans l'autre direction, et je réduis au fur et à mesure la dimensionnalité. Et ainsi de suite. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a toute une série de composés qui sont reliés par cette connectivité et cette dimensionnalité. Et ça, si vous arrivez à comprendre ou identifier certains matériaux qui peuvent obéir, je dirais, à ce formalisme de départ dans lequel vous avez matériaux covalents et matériaux ioniques, eh bien, on va pouvoir synthétiser de nouveaux matériaux. Et cela, ça marche relativement bien. Voilà directement dans le cas des silicates, vous prenez de la SiO2, et vous voyez directement, vous pouvez directement avoir du lithium. Alors quand je mets du lithium, j'aurais pu mettre du sodium, du potassium. Eh bien, vous avez directement toute la série de composés. Okay. Bon, de nouveau, ça permet de savoir différentes phases que l'on peut synthétiser. Un autre exemple, c'est un travail qui a été réalisé récemment. On prend le cas des borates, où dans ce cas, on prend de BO2O3, on avait tous les membres, comme indiqué ici. Et récemment, Gwenel-Rousse, pour instance, a montré qu'il manquait un élément, et celui-ci directement était lithium-6 B409. C'est-à-dire qu'en ayant ces séries, on peut maintenant avoir une idée sur les composés qui peuvent se former ou pas. Nous voilà un exemple. Alors plutôt que faire du démantèlement, on peut également faire de l'assemblage. Et ce qui est aussi très répandu en chimie inorganique, c'est l'assemblage à partir de briques. Et je vais vous montrer deux exemples. Le premier, ce sont les phases de Chevreul. Ce sont des supraconducteurs, peu importe ici, ce n'est pas le but. Ce sont des composés trois-dimensionnels dans lesquels vous avez l'unité mère, ou la brique, qui est finalement ce groupement MO6S8. Eh bien, vous allez voir qu'à partir de ce groupement, on va pouvoir construire de nouvelles phases, comme indiqué. En effet, on va pouvoir, en température, condenser ces différents clusters. Vous avez ici la phase MO6S8. Eh bien, on peut voir, par des conditions de synthèse pas drastiques, en tube scellé, puisqu'on travaille directement avec des chalcogénures comme le soufre, le sélénium ou le tellurure, eh bien, on va pouvoir, au fur et à mesure, ajuster ces différents clusters. Et on a, je vous ai mis ici seulement la série paire, mais on a les n égale 3, n égale 4, ainsi. C'est-à-dire qu'on a toute une série de composés, comme indiqué ici. Et vous voyez, on change là aussi drastiquement la direction ou l'ordre directionnel de ces structures. D'où, là aussi, je vous montre l'importance de considérer la brique pour construire et assembler des matériaux. Et bien sûr, le dernier exemple que vous ne pouvez pas faire sans montrer, c'est tout simplement les fameux Metal Organic Framework. Où là, c'est l'exemple même de la construction du Lego ou à partir de la brique. Ici, vous avez les travaux de Yagi, dans lesquels il va construire à partir d'une brique. Et cette brique, vous voyez ce que c'est un tétramère de tétraèdre. Et dans ce cas, tous les solides ici, il va connecter cette brique avec une autre par une espèce, par un ligand diprotique.
il va constituer finalement toutes les mêmes structures. Et ensuite, eh bien, comme c'est dans ce cas une partie organique et une partie inorganique, il va tout simplement changer la partie organique, passer par exemple de terephthalate à des biphényles, dicarboxylates, et ainsi de suite. Il va pouvoir changer directement la taille. D'où, vous voyez, à partir de cette simple brique, une vaste variété de matériaux peut être construite. De la même façon, je citerai les travaux de Gérard Ferré, qui lui a utilisé une brique différente. Il a utilisé directement un trimère d'octaèdre qu'il a relié par ces ligands organiques que sont les terephtalates. Et en faisant eh bien, cette construction, il a obtenu ce que j'appellerais ce super tétraèdre. Et vous voyez ici l'évolution d'échelle à partir directement de la zéolite, 1039, où à ce composé, on est passé directement d'une simple tétraèdre à un super tétraèdre. Et là aussi, une fois que ces briques ont été directement réalisées, eh bien on peut, comme il avait fait précédemment, changer ces différents ligands et ensuite préparer ces belles molécules dont finalement les volumes sont gigantesques et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire à partir où FD3N, c'est directement le groupe d'espace de ce matériau, de cette structure. Le cours précédent, peut-être, vous en aurez davantage. Non. Voilà. D'où, par conséquent, le but de tout ça, c'est de vous montrer directement ce mélange raisonné à partir des briques, via des connectivités, je dirais, avisées, eh bien, permet d'obtenir une multitude de nouveaux composés. D'où, où j'en suis actuellement, eh bien, je vous ai montré directement quels ont été les études chimistes. Je vous ai montré quelques règles d'assemblage. Je vous ai introduit la notion d'acido-basicité, le concept de construction. Maintenant, il va falloir mettre tout ça en pratique pour élaborer des matériaux. Et comment vont se former ces matériaux à l'état solide? Eh bien, c'est un peu la question que je vais répondre par la suite. Alors, tout d'abord, pour qu'il y ait réactivité, base essentielle, eh bien, il va falloir dire simplement que les réactants doivent diffuser, doivent se mélanger à l'échelle atomique. Et là, il va y avoir différents cas. Vous avez le cas des gaz, dans lequel les atomes se mélangent par diffusion. Vous avez le cas des liquides, dans lequel les mélanges se font par convection, par agitation. C'est encore beaucoup plus rapide que la diffusion. Et ensuite, il va y avoir les solides. Eh bien, dans les solides, les réactions ont seulement lieu par diffusion. Et ce phénomène eh bien, va directement augmenter exponentiellement avec la température. Alors, juste pour vous fixer quelques idées, vous donner quelques repères. Si vous prenez directement des constantes de diffusion, vous voyez que dans le cas de l'oxygène, dans le cas du phénomène du gaz, vous avez grosso modo les constantes de diffusion qui sont indiquées ici, mais ce qui va vous parler davantage sont ces chiffres ici. C'est-à-dire que dans ce cas, vous pouvez parcourir, ou une molécule d'oxygène parcourira 1 cm en 10 secondes. Si maintenant vous prenez des ions en solution, vous avez dans ce cas 1 cm en 28 heures. Et si vous prenez maintenant dans le solide, eh bien vous voyez qu'en ce cas, on va avoir directement, dépendant de la température, des diffusions qui peuvent être directement gigantesques en termes de temps. D'où le message, lorsqu'on va faire la chimie du solide, eh bien c'est que la diffusion dans les solides est infiniment faible, et ça va être finalement notre cauchemar pour faire des matériaux et savoir comment, je dirais, contrecarrer cela. Pour voir cela de plus près, on peut maintenant regarder ce qui se passe, c'est-à-dire lorsque vous allez avoir cette réactivité, vous allez avoir un transport de matière à l'interface qui va être régi par cette loi relativement simple, indiquée ici. Le but de tout ça, c'est que si vous travaillez à 25 degrés, eh bien, pour parcourir 1 mm, il va falloir 320 ans, et si vous allez à 900 degrés, il vous faudra 11 jours. D'où c'est la raison pour laquelle eh bien, on va toujours évoluer à haute température, et on va voir comment. Alors bien sûr, il va y avoir ces temps que je vous ai mentionnés, ils vont dépendre du coefficient de diffusion, de la taille des particules et de la nature des réactifs, et c'est bien la raison pour laquelle on va avoir une évolution de matériaux massifs vers des matériaux nanométriques, et ainsi de suite. D'où par conséquent, je pense que vous avez bien compris quel est ce problème d'interface. Alors cette interface, eh bien, on peut la décrire ici. Voilà directement une réaction dans laquelle on va préparer une structure spinel, MgAlE2O4, dans laquelle on a les deux matériaux, MgO et Al2O3. On va chauffer en température, et effectivement, au contact, vous allez avoir ce transport de matière et cette migration des ions magnésium vers ceux d'aluminium et vice-versa.
Et bien sûr, lorsque vous avez directement deux composés, eh bien, la diffusion va être différente. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, le magnésium diffuse plus rapidement que l'aluminium. D'où chaque élément aura sa propre vitesse de diffusion. Et bien sûr, cette diffusion, il faut bien réaliser qu'elle va arriver dans le cas des grains, des interfaces sans gradient chimique. Et vous avez ici ce simple graphe qui vous montre finalement la variation de ce coefficient de diffusion, cette vitesse parcourue, en fonction de la température et du temps. Et bien sûr, cette vitesse ou ce temps parcouru augmente avec la température et augmente avec le temps. D'où la diffusion, définitivement, est activée thermiquement selon une loi d'activation comme indiqué ici, dans laquelle G sera l'énergie d'activation. D'où par conséquent, eh bien, en chimie du solide, le but essentiel va être tout simplement de réduire cette barrière. Alors, il va y avoir différentes méthodes. Ces différentes méthodes, ça va être directement l'élévation de température, que vous mentionnez, ce qui fera directement des mesures à haute température. Il va y avoir l'augmentation de la pression, car si vous mettez directement un contact plus intime entre deux particules, elles vont réagir davantage. Ensuite, il va y avoir, pour avoir une diffusion plus rapide, je vous l'ai mentionné, il va y avoir tout ce qui est réaction en milieu liquide, ce qui va nous amener dans le cas des sels fondus ou dans le cas des liquides ioniques, voire tout ce qui est méthode hydrothermale et solothermale. Et enfin, il y a également augmenté l'état de division, ce qui se fera tout simplement par la préparation de précurseurs à l'état divisé, ou alors par du broyage mécanique, ou systématiquement en chimie du solide, on broie mécaniquement nos poudres. Et enfin, une dernière méthode dont je parlerai par la suite certainement, si j'ai le temps cette année, c'est finalement de diminuer la longueur de diffusion, et ce qui se fait beaucoup en passant à des couches minces, ou dans ce cas, on essaie, comme vous pouvez le voir ici, par des méthodes de dépôt, de préparer des couches de différents éléments, et ensuite, par une réaction à relativement basse température, on a une très bonne diffusion, et on peut stabiliser une multitude de faces. Et ça, c'est des méthodes qui sont extrêmement utilisées aujourd'hui pour préparer des chalcogénures, qui sont très importants pour des propriétés thermoélectriques. Donc voilà, si vous voulez, un peu la démarche qu'on va appliquer. Alors, je vous ai parlé directement de l'interface, de cette diffusion des atomes, mais vous savez tous, bien sûr, que la réactivité ou la chimie du solide est gouvernée par un autre paramètre, et on ne peut pas s'en passer, qui est la thermodynamique. Et en effet, lorsque vous faites une réaction, eh bien, comme on peut le voir ici, vous avez deux éléments qui vont réagir avec un delta G de réaction qui va être égal à l'énergie, à l'enthalpie moins T delta S, l'entropie. Dans le cas des solides, eh bien, on va tout simplement considérer, pour simplifier la tâche, que dans ce cas, l'entropie et la variation d'entropie sera constante, ce qui fait que je parlerai d'énergie libre ou enthalpie libre. Et finalement, l'enthalpie d'une réaction, eh bien, ça va correspondre à la différence, comme mentionné ici, entre les produits de la réaction et les réactifs. D'où par conséquent, lorsqu'on va vouloir synthétiser un produit, eh bien, il va falloir directement savoir quelle est sa forme thermodynamique instable. C'est la raison pour laquelle il y a ces cartographies énergétiques qui peuvent être établies, comme je vous le mentionne ici. Et dans ce cas, eh bien, voilà toutes les différentes, la cartographie appartenant à des composés de la formule AB. Et on va avoir des états stables, des états métastables, et finalement, il va falloir, à partir de cette vue d'avion, savoir où est-ce qu'on va se situer. Alors vous allez avoir des composés qui vont être stables, qui vont se trouver bien sûr dans ces creux, et vous allez avoir des composés qui vont être métastables, qui vont se situer ici. Bon, ça c'est bien beau. La question est comment on va les obtenir. Et là, je crois que c'est un transparent qui est essentiel de distinguer entre ce qu'on parle de stabilité et de métastabilité. Vous avez certainement beaucoup de papiers dans lesquels vous avez un mélange énorme entre ces phases stables et métastables. Eh bien, vous avez ici directement une énergie d'activation, si je peux dire, dans lequel vous avez le produit de départ et le produit d'arrivée. Eh bien, vous voyez ici, vous avez ces différents puits de potentiel, je vais les appeler, j'exagère peut-être un peu, dans lesquels certains matériaux peuvent se stabiliser, quand je dis stabiliser, avoir des états métastables. Et vous pouvez voir dans ce cas qu'un état métastable, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre qu'un état dans lequel, finalement, qui n'a pas minimisé son énergie, qui reste encore une certaine énergie. Eh bien, ce qui va être important dans les méthodes de synthèse, et c'est la raison pour laquelle, à haute température, eh bien, à haute température, j'appellerais ça la méthode brutale. C'est-à-dire, c'est la thermodynamique qui va régner.
lorsque vous faites à haute température, vous allez appliquer une chaleur énorme pour faire directement combattre cette diffusion. Ce qui fait qu'à haute température, eh bien, vous n'allez pas du tout voir ces différentes étapes. C'est la raison pour laquelle on dit tout simplement que la synthèse céramique est gouvernée par la thermodynamique. En revanche, si vous abaissez la température par les méthodes de synthèse que l'on verra, eh bien, on va pouvoir décrire finalement cette courbe énergétique et s'arrêter à certains, je dirais, de ces domaines. Et on va pouvoir obtenir, dans ce cas, ce qu'on appelle des phases métastables. C'est quoi une phase métastable? Bien, c'est une phase qui a la propriété pour être en état d'être stable cinétiquement, mais pas thermodynamiquement. Et par exemple, si je prends le cas, dans ce cas du verre, bien, si vous prenez le verre matière amorphe, que vous obtenez par trempe, eh bien, vous savez que le verre, après de nombreuses années, va évoluer directement et cristalliser. C'est une phase qui est cinétiquement va évoluer et des fois ça prend des siècles, ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, la différence entre stable et métastable. D'où, ayant défini cela, on va encore maintenant voir plus dans les réactions et ce qui se passe. Et quelques règles importantes. Maintenant, je vais directement revenir sur ce composé MgAl2O4 dont je vais faire la synthèse. Et vous voyez ici, je peux écrire mes équations ou mes réactions, excusez-moi, relativement simplement, en utilisant du magnésium, de l'aluminium, de l'oxygène. Ou je peux utiliser directement MgOAl2O3. Et vous calculez les énergies de formation. Et qu'est-ce que vous obtenez? Regardez la différence essentielle. Okay? D'où déjà un message. L'énergie de formation de l'oxyde ternaire, à partir de la réaction de deux binaires, deviendra petite au point que finalement la réaction ne se produira pas. Okay? Et ça, c'est important. Okay? C'est-à-dire que si je prépare un ternaire, je peux utiliser deux binaires. Si je veux un quaternaire, ainsi de suite, je vais avoir des difficultés à avoir ce delta G nécessaire. Une autre importance, lorsque je regarde ça, c'est que finalement, si vous essayez de faire un simple calcul de ce que représente cette valeur de 2176 kJ par mol, ça veut dire qu'en ce cas, si la température était absorbée par le produit, on aurait une augmentation de 10 000 degrés K. Ça veut dire, tout simplement, qu'il va falloir, lorsqu'on va choisir ces précurseurs, lorsqu'on va choisir les récipients ou les creusets pour faire la synthèse, eh bien, il faudra faire attention aux différents précurseurs qu'on va utiliser et avoir un peu une idée des réactions qu'on va conduire. Sinon, vous pouvez encourir des accidents. Mais n'ayez crainte, ça se contrôle. Alors, si on contrôle cela, eh bien, on peut faire tout simplement les réactions classiques, des réactions simples qu'on utilise pour des matériaux d'électrode, qui sont dans ce cas la préparation du composé lamellaire lithium-CO2, où je vous ai montré ces quelques schémas pour vous montrer ce qui se passe réellement lors de cette synthèse. Vous avez, toujours pareil, contrôlé par la diffusion, les interfaces, et au fur et à mesure du recuit, vous obtenez directement ces matériaux purs. La même chose, voilà un composé qui a été fortement utilisé, un supraconducteur, ou dans ce cas, eh bien pareil, on a tout simplement ces trois composés de base qu'on va mélanger, chauffer pour obtenir cette phase. Le but de vous montrer ces deux réactions, c'est pour vous montrer également quelque chose qui est commun ou important chez milieu solide, c'est que lorsque vous allez faire un composé, il y a toujours deux étapes. Il y a une étape que j'appellerai de nucléation, germination de la phase désirée, et la croissance par diffusion. Et cette étape de germination, de nucléation, elle est très importante, car c'est elle qui va finalement contrôler la taille, la morphologie des particules et influencer les propriétés physiques des matériaux. Eh bien, malheureusement, lorsque vous travaillez à haute température par la méthode céramique, eh bien, vous n'avez aucun accès à cette nucléation, car tout simplement, c'est la méthode de force, et vous êtes déjà dans l'état de thermodynamique où vous ne pouvez avoir accès. C'est la raison pour laquelle la synthèse basse température sera intéressante. D'où, et vous ayant dit cela, on va voir maintenant ce qui se passe lorsqu'on va directement faire des poudres. Alors bien sûr, lorsqu'on va faire la synthèse, là aussi, il va y avoir différents états qu'on va pouvoir synthétiser qui vont dépendre des applications que l'on a en vue ou des applications visées. La plupart du temps, on va préparer des poudres cristallines qu'on pourra compacter par la suite, dont on peut utiliser les propriétés. Mais pour les applications, il y a les monocristaux, que ce soit dans le cas, je dirais, du domaine des ferroélectriques, ou que ce soit dans le cas de tout ce qui est la microlithographie, eh bien, on va tout simplement utiliser de larges cristaux de différents matériaux. Et ici, vous avez un cristal de silicium qui est utilisé finalement pour faire les wafers pour la microlithographie qu'on va
je vous montrerai comment cela est. On peut faire croître ces cristaux en méthode de flux. Et vous avez également ici un cristal de quartz. D'où voilà, si vous voulez, les différents cristaux. D'où je vous ai raconté beaucoup de choses. Maintenant, comment on va faire la synthèse et quelles sont les différentes étapes? Bien, les différentes étapes, je dirais, voilà directement la méthode classique pour faire un matériau à l'état solide. C'est-à-dire que d'abord, il va falloir choisir les précurseurs. Ce n'est pas simplement d'aller voir dans un placard, c'est de savoir ce qu'on veut, d'abord. Ensuite, peser, les mélanger, la mélange avec directement les sortes de broyage, le pastillage, les récipients de cuisson, qui vont être importants, et on verra ça par la suite, le chauffage, conduction réductrice, conduction oxydante, quand est-ce qu'on va l'utiliser, comment on va l'utiliser, pourquoi, et enfin la caractérisation. D'où, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer un peu, je dirais, des astuces, pour choisir ces différents éléments, choisir ces différentes températures, et ainsi de suite. Eh bien, on va commencer directement par les différents éléments du tableau périodique. Généralement, on travaille avec les métaux 3D et des alcalins aux alcalino-terreux. Alors là aussi, si on prend le cas des oxydes du type AO2 ou BO, eh bien malheureusement, ces oxydes, ils vont réagir avec l'humidité ou avec directement le CO2 pour former les composés qui sont indiqués ici. Donc, par conséquent, cela demandera des précautions. Ça veut dire que si vous utilisez ce genre d'oxyde comme précurseur, vous devez travailler en boîte sèche. C'est la raison pour laquelle, si pas nécessaire, on verra pourquoi, eh bien, il vaut mieux utiliser des hydroxydes, des carbonates, voire des nitrates. En ce qui concerne les métaux de transition, là, la difficulté, c'est qu'on a une multitude d'états d'oxydation. Patientez, j'y reviendrai dans 6 minutes, je vous montrerai comment on va les choisir. D'où par conséquent, eh bien, dans ce cas, il va y avoir également un problème de stabilité thermique, c'est-à-dire qu'il va falloir savoir quelles sont les températures de décomposition, car si je prends lithium carbonate, il va directement dégager CO2 plus lithium. CO2 n'est pas un gaz, je dirais, va créer certaines difficultés. Il va pouvoir jouer le rôle d'oxydant, je vous montrerai comment, et ainsi de suite. D'où il faut connaître ça. Et il faut également savoir, lorsqu'on a des précurseurs, l'état de division. Car la meilleure réactivité pour ces points de barrière de diffusion sera obtenue que si on fait du broyage mécanique, ce qu'on fera systématiquement, et dans certains cas, lorsqu'on veut faire des mélanges, des substitutions, on va utiliser ce que j'appellerais la coprécipitation. Donc voilà, si vous voulez, comment on va regarder ça. Ensuite, eh bien, il va y avoir les fameux récipients de chauffe. Alors pour cela, on va utiliser des céramiques réfractaires, des creusets des nacelles. Alors la porcelaine, on pourra l'utiliser pour des températures, je dirais, inférieures à 600 degrés. Bon, si vous avez, dans ce cas, des composés qui fondent dans la porcelaine, bien c'est pas bon, ça va directement attacher la porcelaine. Donc dans ce cas, il vaut mieux directement que vous retiriez votre creuset du four et verser le contenu et faire une trempe. Pour aller à plus haute température, vous pouvez utiliser l'alumine, la zircone, vitrier, comme indiqué ici. Et enfin, ce qui est relativement moins cher, c'est également le graphite. Donc voilà, si vous voulez, les éléments ou les creusets qu'on va utiliser. Alors bien sûr, on va également utiliser pas mal de métaux précieux, notamment le platine, pour faire des réactions notamment avec le fluor ou alors l'or, dont les points de fusion sont indiqués ici. Mais bien sûr, n'allez pas vous amuser directement d'utiliser du platine avec du lithium, car sinon, vous allez tout fondre et vous allez directement gaspiller votre platine. La même chose si vous directement l'utilisez avec du bore, et ainsi de suite. Au niveau des tubes scellés, eh bien, il va y avoir plusieurs options. Lorsqu'on travaillera généralement avec tous les chalcogénures, les sélénures, ainsi de suite, on va utiliser directement des tubes de silice. On peut utiliser des tubes d'argent, de platine. Et généralement, lorsqu'on veut travailler avec des composés au lithium, on va switcher sur le molybdène et le niobium. Donc voilà, si vous voulez, au niveau des ustensiles. Ensuite, pour ce qui est des fours, eh bien là aussi, on a toute une série de fours pour couvrir un large domaine de température. Vous avez les fours, je dirais à moufle classiques de laboratoire, des fours tubulaires sous différentes atmosphères de réaction, des fours sous vide, des fours haute fréquence, qui ont l'avantage directement de monter en température relativement vite, c'est-à-dire qu'on peut obtenir des températures de 1500 degrés en seulement 2 ou 3 minutes. On a également des fours à arc, qui sont très utilisés en métallurgie, c'est-à-dire dans les alliages, et ainsi de suite, et également des fours solaires, qu'on verra par la suite, pour faire directement de la synthèse de cristaux, et ainsi de suite. D'où, voilà directement comment on fait. Alors, je vais vous montrer les fours.
Maintenant, qu'est-ce qui reste encore? La température. Alors comment? On va directement faire une synthèse et choisir la température. Et pour ce faire, je vais vous donner un exemple et vous donner une règle que je pense que vous ne connaissez certainement pas pour déterminer la température. Voilà mon exemple que je vais prendre. Je vais faire directement le composé SR2CrTaO6. Je vous ai listé ici tous les précurseurs qui sont possibles et je vous montre pourquoi finalement je choisirai l'un ou l'autre. Par exemple, strontium métal, automatiquement, ce n'est pas génial car vous avez une oxydation importante. Ensuite, on peut utiliser SRO. SRO, rappelez-vous, c'est alcalinotéreux. Ça va réagir à l'humidité, réagir au CO2, d'où ce n'est pas génial non plus. On peut utiliser les nitrates. Les nitrates, de nouveau, ils vont piquer de l'eau ou prendre de l'eau et on ne sait jamais directement le poids exact. J'exagère un peu. Ensuite, ainsi de suite. D'où finalement, lorsque vous regardez tout cela, on s'aperçoit que, de façon logique, on va faire la réaction en prenant du carbonate de strontium, d'oxyde de tantale et d'oxyde de chrome. Maintenant, ça y est, j'ai trouvé mes éléments. La question, à quelle température? Et la température, eh bien, vous allez voir, il y a des lois, et notamment la règle Taman, qui dit que la température d'approximativement 2/3 de point de fusion du plus bas précurseur est nécessaire pour avoir une réaction qui se produit dans un temps raisonnable. D'où, par conséquent, on peut s'amuser à cette réaction, et on voit finalement que si maintenant je reporte mes éléments ici, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, l'élément qui a le plus bas point de fusion est, dans ce cas, l'oxyde de tantale, 2077, je prends les 2/3, d'où je vais conduire ma réaction à 1150 degrés. Alors bien sûr, si vous allez plus haut, ça ne va pas affecter, vous gagnerez, vous pouvez avoir des réactions secondaires, ainsi de suite. Okay? D'où voilà ce qui est relativement important. Mais bien sûr, le message ici, ce n'est pas directement la peine de se casser la tête, si vous montez à une température de 1200 degrés, de prendre les nitrates, les hydroxydes, ainsi de suite. Car tout va se transformer en oxyde. Donc pourquoi pas partir directement d'un matériau oxyde, ainsi de suite. Donc voilà. J'ai fait la température. Maintenant, quelle atmosphère je vais utiliser? Pour ce qui est de l'atmosphère, eh bien là, je vais revenir à mes notions générales très simples. Je vous ai tout simplement dit que je vais revenir et raisonner sur mon octaèdre. Si je veux mes atmosphères oxydantes, dans lequel, dans ce cas, eh bien, atmosphère oxydante, ça veut dire que je vais directement avoir une contraction de mon octaèdre. C'est-à-dire que je vais stabiliser les états d'oxydation élevés. D'où, pour cela, je vais utiliser des atmosphères oxydantes. Les atmosphères réductrices, c'est des mélanges d'hydrogène-argon. CO2, je vais venir vous montrer pourquoi, parce que beaucoup utilisent CO2. Pourquoi? Les raisons ne sont peut-être pas claires, je vous les rappellerai, et ainsi de suite. Donc voilà directement ces règles simples, rappelez-vous, pression chimique et pression physique. Ensuite, dans le cas des nitrures, eh bien dans ce cas, on va utiliser directement de l'ammoniac, nous avons des réactions solides-gaz qui se feront dans des fours comme indiqué ici. Et enfin, on va pouvoir directement, dans le cas des sulfures, utiliser généralement, sous flux, mais généralement, des réactions en tube scellé. D'où, si vous voulez, voilà à peu près comment indiquer ou comment se font ces réactions. Alors maintenant, il me reste juste un petit truc à vous raconter, c'est revenir à ces fameux métaux 3D. Et là, comme vous pouvez voir la difficulté, eh bien, c'est qu'on a différents états d'oxydation. D'où la question qui se pose, c'est quel va être l'état de valence qu'il faut choisir en fonction de T, en fonction du caractère oxydant et des différents composés. Et là, heureusement, on a ce qu'on appelle les diagrammes d'Ellingham. Je vais vous montrer finalement très simplement l'utilité de ces diagrammes. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'ils représentent? Bien, ils représentent tout simplement l'enthalpie libre standard de formation d'un oxyde à partir d'un métal ou d'un oxyde inférieur en fonction de la température et de la pression, comme indiqué ici. Et ces diagrammes, eh bien, ils vont vous permettre de prévoir les équilibres entre le métal, son oxyde et ses sous-oxydes. Mais surtout, de connaître les réactions d'oxydation thermodynamiquement possibles entre ces métaux. Donc, par conséquent, si je lis ce diagramme, qui, d'ailleurs ici, je vous fais remarquer, il est en oxygène constant, c'est-à-dire une pression et une molécule d'oxygène, je ne vais pas d'abord jouer sur la pression, j'y jouerai plus tard. Et voilà. Et au-dessus, vous avez dans ce cas les oxydants, en dessous les réducteurs, et sur cette fameuse droite Ellingham, l'affinité chimique qui est nulle. Alors maintenant, si je prends le cas du vanadium, et je suis directement sous oxygène, bien vous voyez qu'en ce cas, l'état de valence le plus stable est le plus 5. Okay? Maintenant,
la question, que se passe-t-il si je vais en milieu réducteur? Et bien pour ce faire, je vais tout simplement mettre H2, H2O. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, H2 va réduire directement tout ce qu'il y a au-dessus. Et dans ce cas, vous allez pouvoir directement avoir H2 qui va réagir avec V2O5 et ainsi de suite. Et vous allez obtenir l'état de valence le plus bas. D'où par conséquent, eh bien, lorsque vous voulez faire du vanadium à l'état plus 3, vous allez tout simplement prendre le carbonate V2O5 et faire réagir sous H2 ou ainsi de suite. D'où, là, je vous montre tout simplement le rôle de l'hydrogène. Alors la question que je vous ai mentionnée tout à l'heure, lorsqu'on a des mélanges CO-CO2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour savoir ce qui se passe, il suffit de revenir à ces diagrammes d'Ellington, que je vais reprendre. Vous voyez ici, j'ai encore mon même diagramme, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant faire apparaître mon diagramme d'Ellington pour CCO2. Le voilà. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez qu'en ce cas, eh bien d'abord, vous voyez cette pente, ça veut dire qu'en ce cas, le pouvoir réducteur du carbone augmente avec la température. Et vous voyez qu'à ce point ici, okay, eh bien, je peux réduire le V2O5 en V2O4 en V2O3. Ça veut dire que le carbone est extrêmement réducteur et ce qu'on n'appelle pas des carbothermales réductions. Okay. Et vous voyez ici, même ici, je peux réduire V2O3 en VO2 à température élevée au croisement de cette droite. Par contre, ce que je peux faire aussi, c'est qu'avec CO2, je peux oxyder, vous voyez, VO en V2O3. D'où c'est pour ça qu'on va utiliser les mélanges CO-CO2 pour ajuster directement le caractère réducteur ou oxydant d'un mélange. La même chose, si je peux dire que le potier utilisait directement son herbe humide et son charbon de bois pour ajuster directement ce cycle d'oxydation et de réduction. D'où par conséquent, eh bien, dans ce cas, on va pouvoir tout simplement voir quels sont ces composés de réduction et comment préparer ces matériaux en sachant bien que carbone et CO sont des réducteurs et CO2 est un oxydant. Et les mélanges vont vous permettre d'ajuster ce pouvoir oxydoréducteur. Maintenant, je vous ai montré ce qu'en était du vanadium plus 3, du vanadium plus 5. Voyons ce qu'en est du vanadium plus 4. Bien, dans le cas du vanadium plus 4, je vais prendre le composé lithium plus X, V3O8, dans lequel on a du vanadium plus 4 et du vanadium plus 5. Dans ce cas, eh bien, ce vanadium plus 4, il ne peut être stabilisé en atmosphère oxydante ni en atmosphère réductrice. D'où, là aussi, si on fait une synthèse, il va falloir directement regarder avec attention ce choix des précurseurs. Alors, vous allez voir, là aussi, je dirais, c'est presque ce que fait un chercheur à la paillasse. Il a la synthèse à faire, il va commencer à regarder les différents éléments. Il peut prendre directement du lithium carbonate ou LiOH. Alors attention, regardez, lithium carbonate va donner lithium 2O plus CO2. Okay? D'où vous allez vous retrouver directement dans une atmosphère oxydante. Vous prenez LiOH, Li2E plus H2O. D'où, par conséquent, ça doit être évité. Ensuite, eh bien, on peut aller maintenant, on peut prendre des oxalates. Dans ce cas, vous avez directement CO qui va être relargué. D'où vous allez vous retrouver un milieu réducteur. Si vous prenez des squarates, lithium 2 c'est 4O4, eh bien vous avez également du CO qui va être relargué. D'où, vous voyez qu'en ce cas, selon le choix de mes précurseurs, eh bien, je peux déjà directement orienter mon caractère oxydant, mon caractère réducteur du milieu. Okay. Et vous voyez qu'en ce cas, c'est intéressant puisqu'ils fournissent du lithium, il m'en faut pour faire le composé, mais ils induisent malheureusement, je dirais, cette transformation, cette réduction de V5 en plus 4. Alors ensuite, eh bien, il y a ce que j'appellerais d'autres éléments qui vont être lithium VO3, c'est-à-dire des composés ternaires à base de lithium, et dans ce cas, ils sont neutres. Et bien finalement, ils sont neutres et ils fournissent du lithium. Et bien, lorsque je vais faire ma synthèse, eh bien, je vais tout simplement utiliser ces différents matériaux comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire au niveau synthèse. Je pense que je vous en ai raconté pas mal sur, je dirais déjà, les clés un peu de la synthèse. Je vais arrêter là aujourd'hui sur je dirais, ces diagrammes d'Ellingham sur lesquels on reviendra en début de cours la prochaine fois. Car le temps est passé et je crois qu'il est temps de regarder un peu comment on va caractériser ces matériaux dont je vous ai mentionné et voir comment la structure ou les rayons X peuvent déterminer comment sont les atomes et ainsi de suite. Voilà, je vous remercie.